Bon après-midi à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Tania McDonald, directrice Développement et Innovation à Excellence en Santé Canada. Allez-y. Merci, bonjour à tous. Bienvenue à ce 8e webinaire de la série Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Je suis Tania McDonald et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. J'aimerais signaler que je vais animer cette séance depuis mon bureau à domicile qui est situé à Ottawa, sur le territoire non cédé des peuples Anishinaabe algonquins. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir y vivre et y travailler, ainsi que souligner la présence de ces nations sur ce territoire depuis le début des temps. Alors, avant d'amorcer la conversation d'aujourd'hui, j'aimerais aussi prendre cette occasion de présenter le nouveau titre de l'organisation Excellence en Santé Canada. Donc, nous sommes maintenant formés par la fusion de l'ICSP et de la FCISS. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir présenter ce nouveau titre avec vous et vous rappeler que nous continuerons de travailler sans relâche à l'amélioration des soins de santé pour tout le monde au Canada. Nous demeurons un organisme sans but lucratif, financé par Santé Canada. Alors, comme vous le savez sans doute, ce programme de soins de longue durée est fondé sur un rapport qui a été publié en juillet 2019, intitulé « Repenser les soins aux personnes âgées, les prochaines étapes de la réponse à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées ». Ce rapport se concentre sur 6 domaines qui peuvent atténuer les effets de la pandémie et réagir à des éclosions. Les 6 thèmes du rapport sont la préparation, la prévention, les effectifs, la réponse à la pandémie et la capacité de mobilisation, la planification des soins COVID et non COVID, ainsi que la présence des familles. Comme je le disais, ce programme a été lancé à l'été 2020. Notre objectif était d'aider les établissements de soins de longue durée de retraite à réagir à la COVID et à se préparer aux vagues, selon les leçons de la première vague de mars et avril 2020. C'est un privilège pour nous d'avoir aidé ces établissements à assurer une bonne riposte contre la COVID. J'aimerais aussi remercier les partenaires du programme qui ont collectivement contribué d'une manière ou d'une autre à ce programme. L'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la Fondation ANC, le Manitoba Institute for Patient Safety, ACMTS, et donc BC Patient Safety and Quality Council. C'est avec plaisir que je vous présente nos invités. Jennifer Zellmer, présidente et directrice générale Excellence en Santé Canada, anciennement présidente et chef de la direction de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, et également notre invité de marque, André Picard, que vous connaissez sans doute, journaliste et éditorialiste pour le Globe and Mail. Donc, il est spécialisé en santé. Il travaille au Globe and Mail depuis 1987. Il a rédigé 5 ouvrages à succès. Il a été 5 fois récipiendaire de prix comme le National Newspaper Awards. Il a été désigné le premier héros de la santé publique du Canada par l'Association canadienne de santé publique et champion de la santé mentale par l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Il a reçu la médaille du jubilé du diamant de la reine Élisabeth II pour son dévouement à l'amélioration des soins de santé. André est diplômé de l'Université d'Ottawa et de l'Université Carleton et a reçu des doctorats honorifiques de 6 universités, dont UBC et l'Université de Toronto. Il a récemment publié un livre intitulé Neglected No More, un ouvrage important sur le passé, le présent et l'avenir des soins aux personnes âgées au Canada. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à André Picard. Merci, Tania. Je vous vois à l'écran, mais je ne pense pas que vous me voyez. J'ai des petits ennuis techniques, mais au moins, je vous vois. Et c'est sans doute préférable, d'ailleurs, que le public ne nous voit pas, ne me voit pas. Merci de cette invitation, malgré les circonstances bien étrange. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Alors, merci de me permettre de présenter mon ouvrage, Neglected No More. Je vais brièvement parler
surtout brièvement puisque je ne suis pas à l'écran. Et ensuite, je céderai la parole à Jennifer Zellner qui aura, je crois, des questions à me poser afin que j'y réponde. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler un peu d'un aperçu de l'ouvrage, mais aussi la philosophie que j'ai adoptée d'amélioration des soins aux personnes âgées. Je vais passer la majorité de mon temps à répondre aux questions, évidemment, et je me réjouis de les prendre d'ailleurs. Alors, cette semaine, j'ai vu 2 sondages. Un disait que 90% des gens ne voulaient jamais être admis en établissement de soins de longue durée et l'autre disait que c'était seulement 85%. Alors, ces chiffres ne sont pas particulièrement flatteurs pour le secteur, mais ne sont pas étonnants. Surtout, étant donné le carnage que nous avons constaté pendant la COVID-19. Vous savez que les personnes âgées ont été durement touchées par la crise. 22 000 décès de la pandémie, 22 200 et quelques-uns. Environ 16 000 de ces décès se sont produits dans ces établissements de soins de longue durée, mais aussi des établissements de retraite. Donc, des chiffres importants, c'est-à-dire 80% des décès. Et évidemment, il y a les dommages collatéraux, c'est-à-dire l'isolement et le déclin physique et mental subi par les personnes âgées parce qu'ils n'ont plus accès à leurs proches. Cela est dévastateur, mais c'est un peu plus difficile à le calculer. On sait que c'est difficile d'obtenir des chiffres, c'est pourquoi nous avons simplement des résultats anecdotiques. Bon, mais personne ne veut perdre son autonomie, personne ne veut se trouver à ce stade dans sa vie où il vient un déclin, il a besoin d'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on les expédie dans un établissement. Personne n'a envie de se retrouver en pareille situation. Alors, ce secteur ne sera jamais récipiendaire d'un concours de popularité. Cela dit, il est tout de même nécessaire. Les livres que j'ai rédigés ne concernent pas cela. Ils ne concernent pas la COVID ni l'apologie du secteur. C'est plutôt un moyen de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès aux bons soins au bon moment, de la manière qu'ils le souhaitent. C'est essentiel pour les personnes âgées qui sont les plus grands bénéficiaires de soins de santé au Canada. Comment structurer le système de santé et de bien-être de sorte que tout le monde puisse vivre son plein potentiel? C'est une question importante sur le plan politique et social. Et enfin, comment dans toutes nos interactions en santé, avant toute autre chose, priorise-t-on la qualité de vie, non pas la quantité, mais bien la qualité. Alors là, je pense que lorsqu'il est question de personnes âgées, surtout en perte d'autonomie, nous échouons sur tous ces fronts. Notre système social a été laissé pour compte par les gouvernements. Il y a au moins 150 rapports du gouvernement rédigés par rapport aux erreurs de nos systèmes. Et il est souvent question de soins de longue durée, surtout des personnes âgées, ainsi que des soins à domicile. Tous ces rapports disent que les personnes âgées négligées sont un problème systémique. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Et je le dis dans la première page de l'ouvrage, c'est que si c'est le cas, il faut corriger les torts du système. C'est ce qu'il faut faire maintenant et il faut le faire avec beaucoup plus d'urgence étant donné ce qui s'est produit pendant la COVID-19. Alors, voilà pour le message brut. Arrêtons d'en parler, arrêtons de trouver un autre coupable. Corrigeons-le une fois pour toutes. Vu les horreurs qu'on a constatées pendant la pandémie, j'espère que nous avons enfin le coup d'éperon qu'il nous fallait pour agir. Mais comment? Je pense qu'il faut commencer par un changement d'attitude fondamental, changer de philosophie, si vous voulez. Si on valorise les personnes âgées, qu'on veut que les personnes âgées demeurent des personnes actives dans la collectivité, ce devrait être le point de départ. Nous valorisons tous nos parents, nos grands-parents, les personnes qui nous ont précédés, qui ont créé notre société, je pense que c'est le cas. Or, il faut maintenant donner vie à ces croyances. Une fois qu'on a cette philosophie, cet objectif, je pense que le reste coule de source. Il n'y a plus d'obstacles. On peut tout faire. Il y a environ 400 000 personnes âgées qui vivent en établissement au Canada. C'est un des taux les plus élevés au monde.
Et cet apartheid des personnes âgées est inadmissible. Ça ne peut pas être la position par défaut d'envoyer des gens en établissement lorsqu'ils deviennent vieux. On devrait permettre aux gens de rester dans la collectivité jusqu'à ce qu'ils ne puissent absolument plus rester chez eux. Et que l'établissement soit un dernier recours. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan pragmatique? Ça veut dire changer les soins, dans certains cas, dispensés en établissement vers la communauté et les soins à domicile. Ça signifie la popote roulante. Enfin, ça ne signifie pas qu'on n'a pas besoin d'établissements comme les CHSLD. Vous savez, je pense à mes propres parents qui étaient atteints de démence. Ils ne pouvaient pas rester chez eux. Ils ne pouvaient pas rester dans la collectivité. Ces cas exigent un placement en établissement. Mais cela dit, ça doit être un dernier recours. Et il faut agir avec intention. Comme vous le savez, la majorité des résidents des établissements souffrent de démence, mais très peu de résidences sont conçues pour leurs besoins. Par exemple, avec des espaces extérieurs où ils puissent déambuler en toute sécurité. Une résidence doit être comme un domicile. Ça ne doit pas vous donner l'impression d'être emprisonné. Vous savez très bien que le système de soins de longue durée est établi en fonction de modèles qui ressemblent davantage au système pénal. Pensez à des installations de 300 lits, ce n'est pas à échelle humaine, même organisé en plus petits groupes. Il y a même récemment une installation, on a annoncé la création, la construction d'un nouvel établissement de 600 lits en Ontario. À mon avis, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous savez, je ne suis pas jeune moi-même et je sais que les personnes âgées ne doivent pas être invisibles dans notre vie quotidienne. Il faut arrêter de faire semblant que les personnes âgées n'ont pas envie de passer du temps avec les personnes âgées. Non, ils veulent être stimulés, ils veulent discuter avec des personnes plus jeunes, ils veulent voir des enfants qui jouent dans le parc, comme le reste d'entre nous. Ils veulent faire partie de la société. On ne peut pas constamment les écarter de nos activités. Alors, je serais heureux de répondre à des questions à ce sujet, mais permettez-moi d'abord d'aborder quelques grands enjeux avant de céder la parole à Jennifer Zellmer. Alors, la question qu'on me pose le plus souvent quand je parle de ces questions, c'est par où commencer? On peut se sentir un peu dépassé par les événements parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc, par où commencer? Eh bien, je pense qu'une fois qu'on aura changé la philosophie, et nous sommes sur le point de le faire, je pense qu'on pourra commencer par les plus grands problèmes. Et ça, c'est à commencer par la dotation. Les soins de santé sont une question humaine. Il nous faut des gens bien formés et en nombre suffisant. Il faut les recruter et les retenir. Il faut éviter ces roulements incessants du personnel. On a beaucoup parlé de protocoles de soins, de normes de soins, mais pensez par exemple à des soins directs 4 heures pendant la journée. Cet objectif remonte à il y a 25 ans, mais c'est un point de départ. C'est sans doute insuffisant, mais on peut y parvenir. On peut aussi peut-être commencer par des choses comme exiger des soins composés, c'est-à-dire l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario recommande 20% infirmières autorisées, 20% infirmières auxiliaires et le reste préposé aux bénéficiaires. Je ne sais pas quelle doit être la répartition, mais il faut y réfléchir et agir. Le nombre d'établissements de soins de longue durée diminue. Enfin, il y a de moins en moins d'infirmières autorisées qui y travaillent. Donc, on ne peut plus les appeler établissements de soins. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi se débarrasser des endroits où les infections se répandent, c'est-à-dire les chambres à 4 personnes qui sont fondées sur un modèle de pénitencier. Dans certaines installations, il y a longtemps, on avait 20 lits. Ensuite, on a légiféré pour n'avoir que 4 lits. Mais on aurait dû légiférer pour n'en avoir que 2. Il faut le faire maintenant.
Évidemment, il faudra du temps. Éliminer ce genre de chambre, ça signifie éliminer 5000 lits du jour au lendemain. Et on a une liste d'attente de 34 000 en Ontario seulement. Donc, ce sont des questions complexes. L'argent est toujours le nerf de la guerre. Nous faut-il plus d'argent? Est-ce qu'on a assez d'argent? Bon, je pense que oui, il nous faut plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le secteur pendant des décennies. Donc, on a un sérieux retard à rattraper. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable. On a dépensé presque 400 milliards sur les mesures associées à la pandémie. Qu'est-ce que ce serait que de rajouter 3, 4, 5 milliards pour les soins aux personnes âgées? C'est un bon investissement et ce n'est pas grand-chose. C'est une goutte dans l'océan. On dépense déjà beaucoup d'argent sur les soins, pour les soins aux personnes âgées, en établissement de soins de longue durée, en soins à domicile. Ça représente beaucoup d'argent, mais on le dépense mal. On ne pense pas à la valeur de l'argent qu'on dépense. Donc, je pense qu'il faut revoir la proposition de valeur. C'est un enjeu très important également. Enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que votre organisme est un organisme axé sur l'excellence et l'innovation. C'est ce qui permettra de réformer les soins en général, mais surtout les soins aux personnes âgées. C'est un bon point de départ et je suis heureux que vous ayez été constitué de la sorte. Pendant la pandémie, les soins centrés sur le patient ont été mis de côté. Tous les progrès en matière de soins centrés sur le patient ont essuyé un recul énorme. Il faut rattraper ce retard. Il faut réintégrer la voix du patient et de ses proches rapidement avant de la perdre totalement. Et c'est particulièrement important dans le système de soins de longue durée où les personnes ne peuvent pas défendre leurs propres intérêts très souvent. Les personnes, par exemple, atteintes de démence ou d'autres problèmes qui ne peuvent activement participer à leurs soins. Et évidemment, les gens ont besoin de choix. On sait que parfois c'est une expression un peu galvaudée, mais il nous faut des choix par rapport à là où on passera les dernières années de sa vie. On n'a pas seulement besoin de soins, on a besoin de soins de qualité, des soins dignes, obtenus là où on les veut, c'est-à-dire souvent chez soi, pas dans un foyer collectif. Une fois qu'on insiste sur la qualité, tout le reste tombe sous le sens. Soins de qualité signifie aussi normes, signifie sécurité, contrôle des infections. C'est toute une question de qualité. Alors enfin, quelques mots sur l'innovation. Comme vous le voyez à la lumière de mes remarques, mon livre est parfois une condamnation assez sévère des soins qu'on prodigue aux personnes âgées. Et je crois que cette sévérité est justifiée. Mais je pense que globalement, l'ouvrage est optimiste. On a fait des centaines de rapports sur 50 ans, on connaît tous les programmes, mais on sait aussi, tous les problèmes, mais on sait aussi ce qu'il faut corriger et comment. On connaît les solutions. Les soins aux personnes âgées, comme les soins en général, doivent être prodigués selon un continuum. Oui, il y a des établissements terribles, on n'en parlera pas maintenant, mais il y en a de très bons aussi. Et je devrais signaler qu'il y a trop de résidences qui sont médiocres, trop d'établissements qui sont médiocres. Mais tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes que j'ai évoqués, ont été résolus à maintes reprises dans ces bons établissements. Et il faut maintenant mettre à l'échelle les réussites et ne pas prétendre que nos problèmes sont impossibles à régler, qu'il faut tout simplement vivre avec. Alors, je vous laisse sur ce message optimiste. Tout peut être corrigé, tout est possible. Il faut apprendre de ce que l'on fait convenablement. Alors, je m'arrête ici, Jennifer. Si vous voulez passer à vos questions et même faire intervenir le public, je serai ici de manière invisible. Merci, André. J'ai reçu un message du soutien technique. Vous pourriez peut-être être capable d'allumer votre caméra. Alors, essayez. Tandis que vous le faites, je vais dire que je me joins à vous depuis la région d'Ottawa, le territoire traditionnel et non céné du peuple algonquin-anishinaabe, et je suis très chanceuse de pouvoir y vivre et y travailler. Très heureuse de vous voir de partout. Je vois que vous vous présentez dans la boîte de clavardage. Alors, merci aussi de signaler d'où vous nous provenez et sur quel territoire ancestral vous vous trouvez. Sur ce, pour ceux d'entre vous qui ne vous êtes pas présentés, n'hésitez pas à le faire pour que chacun sache qui est en ligne. Et tandis que vous avez des questions, des réflexions, saisissez-les.
Ah, le voici. Nous avons une image. Alors, nous comptons sur vous. Et j'espère que nous aurons une conversation très riche avec des gens qui vivent et travaillent dans cet espace également. Alors, je vais commencer maintenant qu'on peut vous voir. Je vais commencer en rebondissant sur vos observations. Vous avez parlé de problèmes systémiques qui ont été identifiés depuis des décennies et vous dites qu'un des défis que nous avons, c'est que l'amélioration de la qualité nous enseigne que chaque système est parfaitement conçu pour obtenir les résultats qu'il obtient. Alors, pouvez-vous nous parler du changement de valeur que vous avez évoqué et comment cela peut se traduire dans le concret ainsi que certaines mesures concrètes? Oui, et d'ailleurs, je souhaite remercier les personnes de l'ATI qui ont travaillé d'arrache-pied pour que je puisse allumer ma caméra. Merci infiniment. Alors, la valeur, c'est très important. Ça signifie, si vous voulez, donner vie à nos valeurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours. Nous l'avons fait dans les années 50. Nous avions cette situation où les gens ne pouvaient pas se permettre des soins. On a décidé d'avoir un système d'assurance santé. Mais un système qui n'a pas été mis à jour régulièrement. Nous avons créé un formidable système pour les années 50, c'est-à-dire soins de courte durée, permettre des soins hospitaliers. Maintenant, il faut l'élargir à autre chose, d'autres soins essentiels. Soins de longue durée, soins à domicile, médicaments, toutes ces choses qui sont de plus en plus essentielles au fil des ans, tandis que nous vieillissons, nous n'avons pas adapté ce système. Et je ne pense pas que ce soit un problème de valeur. C'est un problème technique, c'est-à-dire qu'on ne donne pas vie à nos valeurs. On se prend les pieds dans des choses comme la loi. On est obsédé par la loi sur l'assurance santé du Canada. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est important, mais je pense qu'on y accorde beaucoup trop d'importance. On devrait plutôt parler de ce que fait cette loi plutôt que ce qu'elle dit. Alors, je pense que beaucoup de ces choses peuvent être résolues, mais au Canada, on n'aime pas tellement changer les choses. On est assez réticent à faire des choses comme modifier la loi sur la santé du Canada parce qu'on craint d'ouvrir une boîte de Pandore. C'est effectivement un risque. Et si on le pense politiquement, je pense qu'on doit créer un programme parallèle. Il n'y a pas de raison de ne pas faire un système séparé pour les établissements de soins de longue durée ou les soins à domicile ou la combinaison des deux. Il n'y a pas de raison, par exemple, d'être comme en Allemagne, vous avez une assurance pour les soins de longue durée en plus d'une assurance pour les soins actifs, les soins de courte durée. Tout est possible. Et je pense qu'on a les bonnes valeurs au Canada. On veut s'occuper des gens. Je pense que, il y a un chapitre dans mon ouvrage sur Sunnybrook, sur le centre de soins aux anciens combattants. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire partout. Alors, les solutions existent. Et d'ailleurs, la première question qui a été posée dans la boîte de clavardage est posée par John. Il parle des soins dirigés par le patient. Qu'est-ce que vous pensez de ces choses? Alors, il y a beaucoup de modèles. Je n'entre pas dans le détail dans l'ouvrage. La majorité sont titrés différemment pour des raisons capitalistes. Mais essentiellement, toutes les résidences font la même chose. Les résidences disent toutes, nous sommes centrés sur la personne, mais nous avons un système axé sur les tâches. Alors, on obtient les résultats qu'on obtient. C'est comme ça qu'on paye le personnel. Alors, ce que ces résidences font, des résidences pour lesquelles on paye beaucoup d'argent, parfois c'est, quelles sont les volontés? Les résidences qui fonctionnent bien, comme Sunnybrook, qui est financé publiquement, ils disent, que cherche le résident moyen? Vous vivez atteint de démence, et l'âge de vie moyen est de 96 ans. Comment veiller à ce que vous ayez la meilleure qualité de vie pendant le temps qui vous reste? C'est leur prémisse de base. C'est une philosophie assez simple. Et ça, c'est bien différent des autres résidences. Vous pouvez vous lever quand vous voulez, vous pouvez sortir.
Vous pouvez déambuler tant que vous voulez. Et dans l'ouvrage, je parle d'un des anciens combattants qui commence à arracher toutes les fleurs dans le jardin. Et le jardinier se met en rôle, il dit, mais arrêtez. Et puis, pour finir, il a tort parce que ce résident, il est chez lui. On ne doit pas les percevoir comme des locataires, on doit les voir comme des propriétaires de cette résidence. Donc, il s'agit de voir ce qui fonctionne le mieux pour la personne, pas tâcher de les faire cadrer dans notre système, ce qu'on fait trop souvent. Et il y a tout un ouvrage d'ailleurs qui se penche sur tous ces modèles de par le monde. Alors, ma concurrence au Toronto Star, M. Welch a publié cet ouvrage et je pense que c'est un bon complément à ce que j'ai écrit dans mon ouvrage. Ce qui est un excellent moyen de passer à la prochaine question. Je vais la poser comme ceci. C'est un peu différent de ce qui est dit dans la boîte de clavardage. Mes parents vivent en Australie et en Australie, on vient de publier un nouveau rapport sur les soins de longue durée. Et je discutais avec mon père pendant le week-end et il m'a dit, oui, et les nouvelles sont déjà passées à autre chose. Alors, comment veiller? Bon, vous avez parlé de quelques rapports qui ont été publiés, ou un grand nombre de rapports qui ont été publiés. Comment veiller à ce qu'on continue de s'inquiéter de la question pendant suffisamment longtemps pour que les améliorations aient lieu? Pareil pour les personnes âgées, plutôt que de passer au prochain grand enjeu médiatique. Oui, c'est le problème. On passe vite à autre chose. La mémoire est courte. Alors, je pense que tout ce qu'on peut faire... Bon, l'Australie a publié ses rapports. Ce sont d'excellents rapports. Je les ai lus. C'est généralement impulsé par une crise. Vous avez des récits de négligence, de personnes qui meurent pré-COVID. On fait aussi, quand il y a une crise, on va faire toute une série d'études. Ce sera le cas pour la COVID. Mais la clé, à mon avis, c'est de faire les rapports différemment. Je n'ai pas envie d'avoir des rapports qui ressassent ce qui s'est mal fait, des recommandations qu'on ne suit jamais. Je préférerais avoir des enquêtes bien précises. Je vous donne un exemple. Si j'étais en Ontario, je dirais trouver une solution à la question des normes de soins. Combien d'heures de soins doit-on prodiguer? Combien que ça coûte? Et la manière la plus importante pour les rapports, à mon avis, c'est qu'il faut s'engager d'entrée de jeu à mettre en œuvre toutes les recommandations, pas de ces choix de recommandations qui nous conviennent mieux avant de passer à autre chose. Non, on doit s'engager avant à respecter toutes les recommandations. Et je pense qu'il faut être réaliste. On doit dire, bon, je veux résoudre le problème des normes de soins et j'ai $1 milliard. Dites-moi ce que je peux faire pour corriger ce problème avec ce montant d'argent. Je pense qu'il faut être très précis, avoir des paramètres beaucoup plus serrés pour les études plutôt que d'avoir des rapports tellement généraux qu'ils ne donnent lieu à aucun changement quasi. Alors, je pense que ça ne doit pas nécessairement être dans les nouvelles, mais ça doit être à l'ordre du jour des politiques. Hier, le Manitoba a publié, bon, il y a eu une catastrophe là-bas, la résidence Maple, où il y a eu beaucoup de décès. On a fait une enquête et hier, je lisais que le gouvernement a dit, nous allons mettre en œuvre toutes les recommandations de l'enquête. Nous avons nommé une équipe qui a été mandatée. Elle va déterminer quoi faire et combien ça coûtera. Bon, ça c'est une résidence, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le mettre à l'échelle de la province et même du pays. J'aime bien ce que vous dites au sujet d'une série de questions focalisées. Il y a de bonnes recherches dans l'espace d'innovation. On dit que si on donne un cadre, on donne encore plus d'innovation, on donne lieu à plus d'innovation dans ce cadre, plutôt que d'avoir un contexte beaucoup plus vaste. Alors, c'est une application très intéressante. Il y a des questions qui ont été posées au sujet non seulement des politiques qui doivent se concentrer sur la question, mais aussi comment veiller à ce que l'environnement soit attrayant pour les gens, c'est-à-dire que ce soit dans les établissements de soins de longue durée ou les résidences de retraite, même en communauté, en soins à domicile, comment rendre ce choix attrayant pour les professionnels? Eh bien, dans l'ouvrage, je cite Pat Armstrong qui dit que les travailleurs doivent avoir les mêmes conditions
que les personnes âgées, on ne peut pas prodiguer de bons soins si on a un mauvais environnement de travail. L'environnement de travail doit être aussi attractif que l'environnement de vie. Alors, comment veiller? Eh bien, que l'emploi soit satisfaisant, qu'il paye suffisamment. La paye est importante, mais j'ai parlé à beaucoup de travailleurs et la rémunération n'est jamais la première chose qui suscite la plus grande frustration des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. C'est « je n'ai pas le temps de m'occuper des patients. Je rentre chez moi en me sentant coupable. Je n'ai pas l'impression de faire un bon travail parce que les gens ne reçoivent pas les soins qu'il leur faut. » Je pense que vous devez avoir davantage de marge de manœuvre pour les travailleurs. C'est très régimenté, c'est un système où il faut faire un certain nombre de choses en un quart d'heure. Et ce n'est pas comme ça qu'on prodigue de bons soins. On parle des villages de démence, et bien c'est justement de cela dont il est question. Bon, vous voulez sortir manger, faisons-le. Vous voulez manger maintenant, ça n'a pas d'importance s'il est 16 heures. C'est cette rigidité qui est très mauvaise pour le résultat. Bon, évidemment, les avantages sociaux comme des congés maladie rémunérés, ça rend le travail plus intéressant, travail à temps complet. Pensez aux préposés aux bénéficiaires qui doivent travailler dans 3 ou 4 résidences pour joindre les deux bouts. Ça ne mène pas des soins de bonne qualité. En Ontario, on a un roulement énorme. Aucune continuité de soins, les gens n'apprécient pas. Vous avez un nouveau préposé aux bénéficiaires, même à domicile, toutes les semaines. Non, vous voulez voir la même personne. Ma mère a vécu longtemps dans une petite ville dans le nord de l'Ontario. Elle a reçu des soins à domicile pendant de longues années. Heureusement, elle avait la même personne. Mais cette personne était déplacée d'agence en agence et sa paye a été amputée d'une partie. On a dû lui donner un supplément pour qu'elle reste. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Je vois dans la boîte de clavardage qu'on évoque surtout cette question, est-ce qu'on est axé sur la tâche ou plutôt sur le résident? Et comment veiller à ce qu'on tienne compte des besoins évolutifs. Vous savez, les besoins évoluent. Je suis persuadée que c'est le cas de votre mère, ces besoins ont évolué. Oui, et c'est une des choses les plus complexes. Et vous veillez à ce qu'il y ait continuité de soins. Donc, on a des soins primaires assez médiocres, on a de bons soins hospitaliers, mais c'est lorsque vous arrivez dans les soins de longue durée, les choses dérapent beaucoup. Et vous pouvez avoir de bons soins si vous êtes fortuné. Le gouvernement vous donne le principal, vraiment l'essentiel, et ensuite, vous devez vous-même assurer le complément. Je ne voulais pas parler du privé-public, mais bon, vous savez, la situation n'est pas noire et blanche. Il y a beaucoup de gens dans des établissements publics qui achètent des soins privés en supplément parce qu'ils reçoivent trop peu. Il y a un vrai mélange. Bon, j'ai oublié la question. Voilà. Mais on pourra en parler davantage. Ben, pourquoi ne pas en parler justement? C'était dans la boîte de clavardage. Alors, la question était de savoir quels sont ces dilemmes qui s'offrent à nous. On a un mélange de rémunération privée-publique, de soins privés-publics. Qu'est-ce que vous en pensez de cette combinaison? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu trop simpliste de dire il faut nationaliser toutes les résidences, éliminer les résidences privées. Je pense que c'est trop simpliste. Je ne pense pas que ça améliorerait les soins du jour au lendemain. Cela dit, je ne pense pas qu'on a besoin de soins à but lucratif. Ça n'est pas essentiel. Je m'en voudrais pas qu'on recommande, par exemple, d'avoir des soins entièrement publics comme en Norvège. Mais il faut se demander pourquoi il y a tant d'établissements privés, 60% en Ontario. Eh bien, parce que les gouvernements ne veulent pas investir dans l'infrastructure. Alors, il faut résoudre le problème à la base. C'est ce qui hypothèque le plus les soins de longue durée. Il faut reconnaître aussi que toutes les résidences privées et publiques reçoivent le même montant du gouvernement, 180 $ par jour. Donc, ils n'auront pas beaucoup plus, s'ils sont publics ou privés. Non, ils vont toujours recevoir 180 $ par jour par résident. Alors, tous les exploitants à but lucratif ne font pas les choses très mal. Il y a de ces résidences qui offrent de bons soins. Ce qu'il faut éliminer, c'est, comment dire les choses poliment, les capitalistes parasitaires qui veulent simplement gagner de l'argent.
Ils s'inquiètent très peu de qui vit, c'est secondaire. Ce qu'ils veulent, c'est faire un bénéfice. Il s'agit de faire le plus d'argent possible et je pense qu'il faut éliminer ceux-là, mais pas d'un coup dire les résidences privées sont le problème. Et un seul gouvernement ne résoudra pas le problème. Je pense que ce n'est pas en rendant quelque chose public qu'on va éliminer les problèmes. Mais oui, il faut éliminer les rois des taudis. Mais justement, une autre question dans la boîte de clavardage qui concerne le leadership. D'où doit venir le leadership dans ce système décentralisé? Il y avait aussi une question, bon, comment défendre de meilleurs soins? Peut-être que vous pouvez combiner ces deux questions. Eh bien, j'hésite à utiliser le mot système parce que, bon, ce n'est pas organisé. Il n'y a pas de groupe d'établissements. Même tâcher de calculer le nombre d'établissements au Canada, c'est un peu difficile d'avoir le nombre. On ne sait pas qui exploite quoi, pour quelles raisons, combien de personnes ils vivent. Alors même les questions structurelles de base doivent être resserrées. Comment défendre les intérêts du secteur? Eh bien, je pense que ça doit être comme le reste. Le patient doit être écouté, sa famille doit être écoutée. Par rapport à d'autres pays, le Canada, à mon avis, est caractérisé par des groupes puissants, par exemple de médecins, d'exploitants, mais pas de patients. Si je regarde la France, la société patient est aussi puissante que la société de médecins en France. Ce n'est pas le cas ici, et c'est étonnant, étant donné que notre système est très public. Il faut organiser la voix du patient, il faut que ce soit moins fragmenté, et je pense qu'on a des groupes qui défendent les intérêts de patients par maladie, mais pas pour un enfant, par exemple, comme toutes les personnes âgées. Je pense que cela doit être corrigé. Il faut financer. Il faut financer ces groupes pour demander des comptes du gouvernement. Il faut des défenseurs des droits des patients et des personnes âgées. La Colombie-Britannique a un tel défenseur qui a fait beaucoup pour les personnes âgées d'ailleurs. Alors, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut ce genre d'ombudsman pour cette collectivité. Il y a divers moyens par lesquels on peut faire. Mais pendant la COVID, on a constaté une augmentation de ces activités, par exemple sur Twitter, de la part de beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le secteur, des pharmaciens, des enseignants, toutes sortes de personnes qui interagissent avec le système en périphérie parce qu'ils ont un proche, par exemple, dans le système, et j'espère qu'on maintiendra cet élan après la COVID. Alors, il y a quelques questions, mais je vais passer à un autre thème. Cela dit, André, voici la possibilité pour vous de parler de votre ouvrage. Il y a 2 personnes qui ont demandé quel est le titre de votre ouvrage et comment puis-je l'acheter. Alors, ça s'appelle Neglected No More, disponible dans de bonnes librairies, bonnes ou moins bonnes, ça n'a pas d'importance, c'est disponible un peu partout. Vous pouvez faire une recherche Google en ligne. Et pendant le week-end, il y a eu une critique publiée dans le Globe and Mail également. Je vais saisir l'information dans la boîte de clavardage. Quelqu'un posait la question, quel est le titre du livre de ma collègue Moira au Toronto Star? Je vais le trouver. Et merci Maria d'avoir mis le lien vers l'article dans le Globe and Mail. Alors, il y a quelques questions dans la boîte de clavardage concernant les modèles de vie en communauté. Vous en évoquez dans votre ouvrage, mais est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'informations par rapport à ce que pourraient être ces modèles et comment on peut les aider? Alors, je pense qu'il y a divers modèles à envisager. Je vous donne un exemple très simple. Des communautés de retraite qu'on dit naturelles, ou NORC, ce sont, par exemple, des quartiers surtout constitués de personnes âgées. Vous savez de quel quartier je parle? Il y a des quartiers où il y a beaucoup de personnes âgées. Alors, plutôt que de les envoyer toutes dans une résidence pour personnes âgées, pourquoi ne pas déployer des services vers eux? Et ça a été fait à Kingston. Il y a un groupe qui s'appelle Oasis. On a pris des
des immeubles à appartements, il y avait beaucoup de personnes âgées. Alors, pourquoi ne pas envoyer des services comme les soins infirmiers dans ces immeubles? C'est ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui peuvent rester dans leur appartement pendant 4 à 5 ans de plus. Une chose très intéressante que j'ai apprise dans ma recherche, c'est que les gens vont dans des installations pour des raisons très anodines. Par exemple, ils ne peuvent plus pelleter, ils ne peuvent plus aller faire des courses, le bus ne vient pas devant chez eux et ils n'arrivent plus à descendre l'escalier, des choses très simples que l'on peut corriger. Par exemple, vous pouvez avoir des bénévoles qui viennent porter les courses. Ce sont des choses qui coûtent très peu cher à résoudre. Et je pense qu'il faut faire plus d'efforts pour arrêter cet afflux de personnes qui n'ont pas besoin d'être en résidence. Un autre modèle communautaire que j'ai évoqué, c'est le modèle de logement public de Toronto, qui a beaucoup d'installations, une dans le nord de Toronto, quelques autres immeubles d'appartements, ils font la même chose. Ils ont des préposés aux bénéficiaires qui y vivent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas au même niveau évidemment que dans un établissement de soins de longue durée, mais 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un disponible. Ils peuvent aller dans l'appartement plutôt que de constamment demander à ces personnes de se rendre à un endroit où on prodigue des soins. Et c'est souple. Étant donné que le préposé aux bénéficiaires est là, bon, ils ont plus de disponibilité dans leur horaire. Ils vont voir M. Smith pour lui donner son repas. Bon, il se trouve que M. Smith n'a pas faim. Eh bien, on peut aller chez le voisin pour voir s'il a besoin de quelque chose. On peut adapter les soins. En établissement de soins de longue durée, vous avez votre quart d'heure, vous avez 3 tâches à réaliser, vous devez les faire dans l'ordre. Vous êtes vraiment mis dans un carcan. Alors, ce sont 2 exemples d'excellents soins prodigués en collectivité qui sont beaucoup moins chers. Et je reviens à la question des logements publics de Toronto. En face, il y a 2 grandes installations privées, d'appartements privés, même démographie. Et qu'est-ce qui se passe dans ces résidences? 14 prestataires de soins entrent et sortent constamment. C'est absurde. Ça coûte beaucoup plus cher plutôt que d'avoir une personne qui y réside en permanence. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est un autre programme, le modèle de financement est différent. Donc, il y a beaucoup d'obstacles bureaucratiques à la prestation de meilleurs services. Et je vois d'ailleurs que quelqu'un a saisi un lien vers le programme Oasis. Et Cynthia aussi présentait un exemple du Manitoba rural. Je pense que ces exemples permettent de se poser cette question intéressante concernant l'équité, qui a également été soulevée dans la boîte de clavardage. Nous avons des phares, des excellents exemples de partout au Canada qui sont formidables, certains qui sont le résultat d'une excellente organisation communautaire, d'autres qui sont le résultat de personnes qui peuvent, par exemple, payer pour obtenir des soins supplémentaires de leur poche. Je me demande si vous pouvez parler de vos réflexions au sujet de l'équité. Comment offrir de meilleurs soins à tout le monde, pas seulement un petit nombre. Alors, l'équité est très importante et ce n'est pas la même chose que l'égalité. Donc, chaque personne n'a pas besoin de la même quantité de soins et des mêmes soins. Et le système de soins de longue durée a longtemps été, presque toujours été, donc si vous avez plus d'argent, vous aurez de meilleurs soins. Alors, on donne plus de soins aux personnes les plus fortunées. Plutôt, je pense qu'il faut améliorer les soins de base. Alors, qu'est-ce que c'est la base? C'est une chambre avec des repas. Pensez à la situation actuelle en Ontario. On donne 9 $ par jour pour les repas. Imaginez la qualité des repas que vous obtenez pour 9 $ par jour. Alors, je pense qu'il faut investir davantage pour garantir une base de meilleure qualité. On doit relever la barre pour tout le monde. C'est la base de l'équité. Et ensuite, il faut s'ajuster en reconnaissant que certains quartiers, certaines collectivités, peut-être que les communautés racialisées ont besoin d'un peu plus de ressources lorsqu'elles sont en soins de longue durée ou en soins à domicile. Alors, il faut avoir, par exemple, des résidences pour les personnes qui parlent une langue différente. On sait que lorsque les gens sont atteints de démence, très souvent, ils ne parlent plus que leur langue maternelle. Et
Ça, c'est un excellent mouvement. Il y a de ces formidables résidences et une des choses qui est formidable dans le contexte, c'est que les gens se sentent moins isolés, ils ont l'impression d'avoir plus de soutien. Il y a un programme formidable des étudiants de UBC pendant la pandémie, qui sont de diverses communautés, qui ont commencé à organiser des séances Zoom avec des personnes âgées pour interagir avec eux dans leur langue. Alors, il y a toutes sortes de petites choses que l'on peut faire. Combien est-ce que ça coûte? Rien. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour améliorer la vie. Et ça ne signifie pas forcément dépenser des sommes colossales d'argent. Et ça fait partie de l'équité, que les gens ne se sentent plus seuls. Et en partie, surtout lorsque je pense aux exemples que vous évoquiez, c'est une question de mobilisation communautaire. Renforcement des liens communautaires, même intergénérationnels. Oui, et je pense que l'aspect intergénérationnel, j'y ai fait allusion un peu plus tôt. Ce que j'aime des pays nordiques, c'est que lorsqu'il y a des établissements de soins de longue durée, ils sont généralement plus petits, mais ils sont non seulement plus petits, ils sont intégrés à la collectivité. Ils sont souvent attachés à une école ou un service de garderie. Et c'est important. C'est important pour les jeunes d'être en contact avec des personnes âgées. Et inversement, c'est une chose que j'ai constatée pendant la pandémie. Les jeunes se soucient plus de ce que vivent leurs grands-parents. J'ai été invitée justement moi-même à Clubhouse, qui est une appli populaire pour les jeunes. C'est un endroit où on peut discuter avec des gens de divers thèmes. Alors, j'ai été invitée et il y avait des gens dans la vingtaine, trentaine qui parlaient de soins de longue durée. D'ardents défenseurs qui sont vraiment frustrés parce que vivent leurs grands-parents. Et j'ai beaucoup d'espoir pour cette génération. Je pense qu'on doit tous reconnaître qu'on vieillit. On va tous un jour avoir besoin de soins. Je ne l'ai pas dit un peu plus tôt, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que le vieillissement de la population, c'est une bonne chose. On doit le célébrer. Lorsque je vois quelqu'un dans cette appli Clubhouse qui dit ma grand-mère qui a 80 ans et sa mère, une arrière-grand-mère qui a 101 ans, j'ai pu communiquer avec elle par Zoom. Ça, c'est formidable. Il y a une génération, c'était impensable d'avoir une arrière-grand-mère de 101 ans, une grand-mère de 80 ans et une mère de 40 ans. Non, c'était impensable. C'est formidable que l'on puisse avoir ces générations qui vivent ensemble, mais il faut le célébrer, non pas s'en déprimer. Non seulement les gens vivent-ils plus longtemps, il faut maintenant veiller à ce qu'ils vivent plus connectés et en meilleure santé. Oui, j'ai beaucoup de chance en grandissant. J'avais aussi une arrière-grand-mère de 101 ans et d'ailleurs, sa sœur a vécu jusqu'à 109 ans. Alors, j'ai été entourée de gens formidables pendant ma vie, de plusieurs générations. Mais à l'époque, ce n'était pas très commun. Alors, nous avons beaucoup de chance maintenant que ce soit possible pour plus de gens. On n'a pas tous de si bons gènes. On verra bien. On verra bien si j'ai hérité ces gènes. Il y a une observation dans la boîte de clavardage au sujet des séjours assez courts en résidence de soins de longue durée, en moyenne 18 mois. Vous avez parlé dans votre ouvrage de soins de fin de vie, de soins palliatifs en établissement de soins de longue durée. C'est une chose qui nous intéresse beaucoup. Alors, je me demande si vous pouvez dire quelques mots à ce propos. Oui, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est-à-dire que si les gens ne vivent en moyenne que 18 mois en établissement de soins de longue durée, essentiellement, il faut concevoir des résidences de soins palliatifs. Il faut maximiser la qualité de vie restante. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que les gens ne vivent pas longtemps dans ces établissements. Le plus important, c'est de les traiter comme des patients palliatifs. Vous savez, c'est sidérant de voir à quel point c'est difficile d'obtenir des soins palliatifs en établissement de soins de longue durée. Pourtant, on sait que c'est là qu'on va mourir. Je ne pense pas qu'on devrait craindre la mort si ces derniers jours, ces derniers mois peuvent être vécus sans trop de douleur et dans le bonheur même. Je parle dans l'ouvrage d'une médecin dont c'est sa philosophie. Elle dit, cette résidence est une grande résidence de soins palliatifs. Et dans mon travail,
lorsqu'on avait la possibilité de visiter, je visitais beaucoup d'installations et j'ai rencontré beaucoup de résidences de soins palliatifs où les gens me disaient ce sont des endroits où on est optimiste, heureux. Il y a des anniversaires, des mariages et les gens meurent, je pense, dans le bonheur, enfin satisfaits. Et c'est de cela dont il doit être question en établissement de soins de longue durée. Il ne faut pas craindre d'être dans un fauteuil roulant, se demander si on pourra un jour être déplacé vers une autre salle. Non, il faut donner aux gens une vie la plus agréable possible. Et je reviens à Sunnybrook, des anciens combattants qui ont près de 100 ans, et c'est ce qu'ils font. Ils ont un pub, ils ont une bibliothèque, ils ont de la musique. Donc, de la musique live 3 fois semaine. On organise des autocars pour les emmener aux chutes Niagara. Ça devrait être ça, la vie, en fait. Et on ne devrait pas se tapir dans sa chambre à attendre la mort. Oui. André, vous avez parlé d'espoir et l'importance de l'espoir et le fait que vous avez rédigé cet ouvrage pour parler d'espoir. Dites-moi ce qui vous donne de l'espoir et comment vous espérez que cet ouvrage influencera l'avenir. Oui, je suis assez optimiste. C'est peu fréquent chez les journalistes, mais bon, je pense que la nouvelle génération s'intéresse à la question et ce qui me donne le plus d'espoir, c'est que je pense que tout peut être résolu. Tout a déjà été résolu. C'est facile de trouver une solution. Et enfin, je pense qu'on a concentré tellement d'attention là-dessus en raison de la pandémie. Je pense que maintenant, on le reconnaît. Et je pense qu'il faut commencer par corriger ce qui est le plus cassé. Et la pandémie a fait éclater au grand jour les fractures de la société, les choses qu'on fait mal. Et rien n'a été plus présenté que les soins de longue durée. Et dans certains cas aussi, les résidences de retraite. Mais cette combinaison des 3 choses, les jeunes qui s'intéressent à la question, la capacité de le faire relativement facilement et l'accent sur la question, je pense que l'une dans l'autre, ces 3 choses créent une occasion en or, une occasion politique et un désir sociétal d'agir. En répondant à cette question, vous avez répondu à une autre question qui a été posée concernant les priorités. Alors, la fin de ce webinaire approche à grands pas, mais je voulais vous donner une dernière occasion. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, une question à laquelle vous auriez voulu répondre? Bon, qu'est-ce que je n'ai pas évoqué? Je pense qu'on a évoqué les grands thèmes, mais je souhaite insister sur le plus important, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un continuum. On ne peut pas corriger quelque chose isolément. Bien que je veux que les soins aux personnes âgées soient corrigés, je ne pense pas qu'on puisse le faire isolément. Je le dis dans le livre, la seule chose qu'on puisse faire qui soit délétère, c'est de construire plus de lits parce qu'on n'a pas besoin de plus de ce que les gens ne veulent pas. On n'a pas besoin de plus de médiocrité. Il faut faire les choses fondamentalement différemment. Et ça signifie avoir de bons soins primaires, soins hospitaliers, soins à longue durée, soins palliatifs. Tout cela doit faire partie d'un ensemble. Et si on corrige à gauche et à droite le problème, on n'aura jamais d'excellents soins. Un organisme comme le vôtre, qui est axé sur l'excellence, c'est ce qui nous permettra d'obtenir une plus grande qualité en se concentrant sur les besoins des gens, en écoutant le public. Et enfin, une chose qu'on n'a peut-être pas évoquée, c'est les proches aidants. Ils sont les chines dorsales de tout ça. J'ai parlé du personnel, mais 80% des soins sont prodigués par des proches. Votre épouse de 85-88 ans qui fait la majorité du travail, qui travaille 40-50 heures par jour sans être rémunérés, ce sont les personnes qu'on doit aider. On dépend d'eux et on les a abandonnés pendant la COVID. On les a
déprimés en les occultant du système. Je pense qu'il faut leur permettre d'avoir accès au soutien dont ils ont besoin. C'est le plus important à mon avis, d'aider les personnes qui font la majorité du travail. Et à partir de là, je pense qu'on trouvera une solution à tous les autres problèmes. Il faut arrêter ce réflexe d'envoyer les gens en établissement, arrêter ce réflexe de faire travailler les proches aidants jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de plier les chines. Non, il faut donner des soins de répit même aux gens pour leur permettre de se remettre d'un épuisement éventuel. Il y a des gens qui disent « Oh, ils vont exploiter la situation si on les rémunère, par exemple. » Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Vous savez, les gens sont désespérés avant de demander de l'aide. Ne demandent pas de soins de répit. Je pense qu'ils doivent être offerts d'office. Et je pense aussi qu'il faut prodiguer des soins là où les gens les veulent, au moment où ils les veulent. Et comme vous le dites dans votre ouvrage, il faut que ce soit plus facile de trouver cette aide. Ne pas se donner une migraine en essayant de trouver de l'aide. André, au nom de tout le monde qui participe à l'appel et ceux qui regarderont ce webinaire par la suite, merci. Merci pour cette conversation. Merci d'avoir rédigé l'ouvrage Neglected No More. Il y a des liens dans la boîte de clavardage pour ceux d'entre vous qui souhaitaient mettre la main dessus. Sur ce, je vais céder la parole à Tania qui terminera la séance d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup de nouveau, André et Jennifer, pour cette conversation fort intéressante. Nous apprécions beaucoup le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Alors, pour les prochaines étapes, le programme SLD+ se poursuit. On vous demande de continuer à apprendre à nos côtés, à apprendre entre vous. Vous nous dites que les possibilités d'apprentissage entre pairs sont très utiles. Alors, nous espérons que vous continuerez d'apprendre à nos côtés et entre vous. Nous allons faire une pause sur le plan des webinaires mensuels, tandis qu'on cherche un peu plus de contenu à partager avec vous pendant le printemps et l'été, ainsi que l'automne prochain. Alors, les webinaires reprendront au mois de mai, ainsi que les caucus nationaux qui reprendront en mai. Donc, on se réjouit d'interagir avec vous de nouveau. Et il y aura d'autres possibilités également, donc restez à l'affût. Nous souhaitons de nouveau célébrer l'existence de cette collectivité que nous sommes devenus dans le cadre de ce programme SLD+. Nous avons plus de 1000 équipes qui travaillent à nos côtés de partout au Canada pour renforcer leur riposte à la pandémie. Et même au-delà de cela, tandis que les mois se sont succédés, on a constaté une différence dans les priorités vers les effectifs, vers cette continuité de soins. Et je pense que André et Jennifer l'évoquaient, la qualité des soins qui sont prodigués et ses besoins en matière de santé, tandis que nous avançons. Et également, la présence de la famille qui continue d'être une priorité pour vous tous pendant cette pandémie. Alors, on se réjouit de poursuivre ce cheminement d'amélioration à vos côtés. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider dans le cadre de ces travaux, de vous donner un contenu pertinent et des possibilités d'apprentissage. Et donc, enfin, à noter dans vos agendas, le dernier caucus aura lieu le 18 mars 2021. Ce sera Nadia Fortier du 6 de Chaudière-Appalaches. Donc, elle présentera la mise en place d'une approche non pharmacologique chez une clientèle avec troubles neurocognitifs majeurs présentant de l'agressivité et de l'errance. Et donc, cela aura lieu à 14 h le 18 mars prochain. Alors, merci à tous d'avoir partagé. Merci à Jennifer Sommer et André Picard pour cette conversation. Et nous nous réjouissons de vous retrouver au mois de mai. Merci à tous.